Aujourd'hui à l'émission, Joker, Trainspotting et The Handmaid's Tale. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy à Saint-Cyr, On Jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté, ainsi qu'un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir une femme qui fait respecter le consentement sur les plateaux de tournage. C'est très important. Elle a un métier qui est en pleine ébullition. On va en entendre de plus en plus parler dans l'avenir, je le souhaite. Elle s'arrange pour que nos comédiens et nos comédiennes soient à l'aise dans les scènes les plus intimes. Roxane Néron, bonjour. Bonjour Guy. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation à mon humble podcast. Je suis très heureux. Grand plaisir. Merci d'avoir pensé à moi, de m'inviter. Ça me fait plaisir. J'ai lu des articles sur toi dans la presse en Journal de Montréal. J'ai vu des entrevues que tu avais données à... C'est juste de la TV? Je me souviens jamais. J'ai vu quelques entrevues, puis j'ai fait... C'est tellement fascinant comme métier. J'ai envie d'en parler, puis j'ai fait... Colin, j'ai un podcast pour pouvoir commencer à en parler. Tu travailles pour... Est-ce que c'est une agence Intimédia? Peux-tu me dire ce que c'est? En fait, c'est un service que j'ai parti avec une collègue qui est sexologue. Oui. Toi-même, tu es sexologue, je crois. Ou... en fait, à la base, je suis assistante réalisatrice. J'ai un bac en sexologie. Okay. Donc, je suis sexologue, en effet, mais j'ai pas autant pratiqué, par exemple, que ma collègue Laurence. Moi, ça fait plus de 12 ans que je suis en production de télé et cinéma. Quand j'ai vu que ce métier-là existait, j'ai fait « Oh mon Dieu, mes deux expertises dans la même fonction professionnelle. » Et puis, c'est là que j'ai parti le service avec Laurence. Laurence m'a aidé beaucoup à analyser qu'est-ce qui était offert ailleurs, comment monter un programme, s'assurer que ça répondait vraiment aux attentes du milieu québécois. Oui, parce que coordonnatrice d'intimité, en gros, qu'est-ce que ça fait? Puis ça vient d'où, ce métier-là? Je te dirais que ça vient de l'Angleterre, a priori, surtout du milieu du théâtre, aux États-Unis aussi beaucoup. Et puis, ça vient de là. C'est vraiment le mouvement MeToo qui a mis la fonction en lumière, finalement. OK. Puis en gros, ça, c'est de rendre les comédiens et les comédiennes à l'aise de tourner des scènes intimes, de tourner des scènes... Est-ce que c'est uniquement les scènes d'intimité ou ça peut être n'importe quel type de scène? C'est vraiment les scènes de nudité, d'intimité. Okay. L'idée, oui, avant tout, c'est de s'assurer que les acteurs, les actrices se sentent en sécurité pendant une scène d'intimité ou de nudité, mais c'est aussi de s'assurer que tout le monde est bien compris parce que les intentions de réalisation doivent tout autant être respectées aussi. Et donc, c'est s'assurer que tous les protagonistes impliqués dans une scène sont satisfaits finalement du résultat que la scène va donner. Avant qu'on embarque dans ta liste, je veux toujours savoir, quand je rencontre mes invités, c'est quoi les films qui ont marqué leur enfance dans ton cas? Avec quoi tu as été bercé? J'ai tout de suite, tu me dis ça, la première affaire qui me vient en tête, c'est Le Jardin secret ou La Petite Princesse. OK, oui. Il me semble que les deux étaient toujours vendus ensemble aussi en magasin. Oui, ça se peut. Mais j'ai jamais été une grande fan de cartoon. Je me suis rendu compte de ça. Mon copain adore encore à ce jour tout ce qui est cartoon. Puis, c'est ça, je me suis rendu compte dernièrement que j'ai toujours vraiment aimé les films, les émissions, que c'était des vrais personnages. Ouais. Et donc, voilà, ce qui m'a bercé beaucoup petite, là, ces deux univers-là un peu mystérieux, mais tu sais que c'est toujours ramené au personnage principal, là, qui c'est ça. C'est des personnages principalement féminins aussi. C'est intéressant, c'est pas... Justement, on n'est pas dans le classique de Disney. Ça s'appelle La Petite Princesse, mais bon, je considère pas ça comme un film de princesse, là. Non, exact, pas du tout. J'ai pas de film de Disney qui ont bercé. C'est jamais ça qui est venu me chercher au plus profond de mes tripes. Là. C'est vraiment quand j'ai vu des films que c'était une petite fille qui était comme qui leadait, qui pouvait être
maître de son destin, un peu, si je peux dire. Et puis, dernièrement, j'ai beaucoup analysé mon rapport au cinéma grâce à la fonction. Et puis, j'ai découvert la différence entre le male gaze et le female gaze. Oui. Et oui, c'est ça, ça m'a vraiment fait réfléchir sur comment j'ai grandi finalement avec le cinéma, puis pourquoi j'aimais pas certains films, pourquoi quand certaines personnes me parlaient de grands classiques, moi c'était comme bof, puis je me suis tout le temps dit c'est peut-être parce que je suis pas cinéphile. Puis en comprenant qu'est-ce que était le male et le female gaze, j'ai dit crème, oui, dans le fond, c'est juste que on me l'a pas bien, ou on m'a pas tout enseigné ce qui était possible de comprendre du cinéma. Oui. Pour les auditeurs et les auditrices qui savent pas nécessairement c'est quoi le male gaze puis female gaze, c'est la façon de filmer les corps. Surtout, on parle plus de male gaze souvent parce que c'est majoritairement des hommes qui ont forgé le langage cinématographique, puis c'est la façon de sexualiser le corps des femmes, c'est la façon de rendre attrayant les femmes à l'écran, puis tu sens que c'est le réalisateur, tu sens que c'est le regard du réalisateur qui est peut-être parfois un peu lubrique sur le corps des femmes. Peut-être que je fais fausse route aussi, là, peut-être que c'est réducteur. C'est parce que moi, j'aime pas le fait que ça s'appelle male ou female gaze. Okay. Le male gaze, c'est une façon de mettre en scène le cinéma en général. Okay. Donc, le rapport spectateur et acteur, ou réalisation, il va vraiment avoir un rapport de force, ça va être plus grandiose. Tandis que le female gaze, on est plus proche des personnages. Par exemple, en ayant un narrateur. Le rapport de force n'est pas présent. On se sent vraiment plus proche. Un ou l'autre peut être bon. En effet, le male gaze, ça a été beaucoup expliqué comme on objectifie, mais on peut objectifier les personnages hommes tout autant. On peut avoir une shot de Brad Pitt vraiment dans le male gaze. Donc, c'est vraiment ça, ce qui peut être bien aussi. Un n'est pas nécessairement plus mauvais qu'un autre. C'est juste qu'il y en a qui peuvent plus parler à certaines personnes. Oui, je comprends. Rentrons dans ta liste avec ton premier coup de cœur qui est Joker, film quand même assez récent, film de 2019 de Todd Phillips qui met en vedette Joaquin Phoenix, aussi Zazie Beetz et Robert De Niro, mais principalement Joaquin Phoenix. Peux-tu me résumer un peu ce film-là, Joker? De quoi ça parle? De quoi ça traite, ce film-là? Écoute, moi, ça a été un très, très, très gros coup de cœur pour plusieurs points. De un, c'est l'histoire du Joker, ce personnage célèbre-là qu'on a connu dans plusieurs films, à plusieurs époques également. Et donc, puis j'aime les méchants. J'aime ça. J'aime les films qui font peur. J'aime quand c'est sale. J'aime ça, tu sais. Et puis, je trouvais que ce film-là, c'était l'apogée du méchant, mais l'apogée aussi d'avoir toute la psychologie d'un personnage. J'ai trouvé ça tellement rafraîchissant qu'on aille... C'est ça, toute la psychologie de pourquoi il en était venu à être le Joker au final. Puis j'ai trouvé ça vraiment apporté d'une façon très sensible, très humaine, mais tout en ayant le côté là, sale et méchant. Exact, sombre, méchant. Puis en plus, avec le personnage Joker qui illustre tout ce qui est plus méchant, le rire. Il est profondément méchant. On se souviendra de... Ah non, mais je me mélange souvent, en fait. Mais tu sais, les méchants dans Batman, je trouve qu'ils ont toujours un beau côté edgy, le pingouin, par exemple. T'sais, ils m'ont toujours beaucoup plu, les méchants dans Batman. Étais-tu fan de Batman déjà à la base? C'est un héros que t'aimes suivre les aventures de Batman? Oui, quand même. Là, oui. Je suis pas une fan comme certaines personnes peuvent l'être. Mais c'est ça, Joker, je trouvais que là, la façon que c'était amené, je suis sortie de là, puis j'ai fait « OK, on est ailleurs. » J'en revenais pas comment c'était bon. Ouais. Parce que l'histoire, en gros, l'histoire est quand même simple.
Peux-tu me la résumer? En fait, on suit Joker, je me souviens plus de son nom. Arthur Fleck. Ouais, c'est ça. Et donc, le pauvre qui a complètement eu une enfance sabotée, avec une mère complètement coucou. On comprend rapidement que le pauvre ne va pas bien. Il va demander de l'aide. Puis je trouve que c'est ça, toute la sensibilité. On le voit aller demander de l'aide et retourner, redemander de l'aide. On le voit patauger dans cette souffrance interne-là qu'il a, puis essayer de s'en sortir. Puis c'est ça que je trouve le plus fou de cette histoire-là, puis des méchants, au final, parce que les méchants ont toute une histoire, tu sais. Oui. Et donc, il va demander de l'aide, ça fonctionne pas. Il est complètement fan d'une émission de télé à laquelle il veut participer. Il réussit, il fait rire de lui. Oui. Et là, ça commence, la descente aux enfers pour lui, mais en même temps, sa renaissance, parce que là, il transforme ça en quelque chose de méchant. Puis, j'ai trouvé ça tellement, tout en nuances, mais tellement... c'est ça, grandiose, comme du vrai bon cinéma, là, tu sais. Alors, ouais. Ouais. Je trouvais ça intéressant que tu m'amènes ce film-là, sachant que tu as fait aussi un bac en sexo. Ta volonté d'aller... Comment le dire avec des gants blancs, mais ton intérêt pour les personnes qui ont des troubles, j'imagine quand on va en sexo, il y a un désir d'aller de l'avant avec des personnes qui vivent avec toutes sortes de troubles, toutes sortes de pathologies. Lui, c'en est beaucoup, là. C'est entre autres le rire incontrôlable. Puis il est peut-être moins dans la sexualité, quoique encore, il y a une espèce de rapport pervers avec sa voisine, là, qui observe de loin, puis on sait pas trop jusqu'où il va dans son imagination avec elle. Qu'est-ce qui t'a amené vers les études en sexo? Oh boy, je pensais pas que t'allais m'amener là. Je peux te dire la raison pour laquelle rapidement j'ai su que je pourrais pas être sexologue. Tu sais, justement, en parlant de pathologie, tu sais, d'aller aider, par exemple, des pédophiles, d'aller travailler vraiment dans la santé mentale, comme ça. Rapidement, quand j'étudiais dans le bac, je me suis rendu compte que je pourrais pas, puisque pour ma part, je suis trop sensible. Tu sais, comme tu te retrouves devant quelqu'un qui a une pathologie, puis moi, tu sais, on a tous été enfants, on a tous des problèmes. Je trouve que la montagne, parfois, pour aider certaines personnes est tellement grande, puis je me sentais pas assez forte quand j'ai fait le bac pour pouvoir apporter l'aide nécessaire à des personnes qui ont vraiment des troubles. Puis moi, je me sentais trop sensible pour être capable de garder une carapace pour pouvoir bien les aider. Oui, parce qu'il faut quand même avoir une compassion, même si t'as quelqu'un qui est pédophile devant toi, il faut quand même apprendre à le connaître puis à comprendre qu'est-ce qui l'a amené là. Pour pouvoir l'aider, exactement. Oui. Exactement, puis c'est ça, moi, je suis mère de 2 enfants, puis ça m'a rendue complètement hyper sensible, tu sais, je vois. Donc, c'est ça, je me sentais pas assez forte à ce moment-là. J'étais jeune quand même quand j'ai fait mon bac pour pouvoir poursuivre puis de me retrouver face à des gens qui ont des troubles, tu sais, de santé mentale, mais orientée vers la sexualité. Tu sais, si j'avais pratiqué en sexologie, ma clientèle aurait été les personnes âgées. Okay. C'est les personnes âgées que j'avais... Pourquoi? Je trouve ça intéressant d'aborder la sexualité quand on est une personne âgée. Oui, parce que de un, j'ai toujours beaucoup aimé les personnes âgées. Je trouve que le vieillissement dans notre société est vraiment très peu abordé. C'est mal vu, on prend pas ça en considération beaucoup. L'image du corps aussi. Donc, il y a plusieurs aspects de la sexualité pour les personnes âgées que je trouvais vraiment mal travaillées, si je peux dire. J'aurais aimé... c'est là-dedans que je me serais dirigée. Il y a aussi le fait que c'est comme si, passé un certain âge, on se dit que non, l'amour n'a plus besoin d'exister. Mais tu sais, l'amour, l'image corporelle, tout ça, c'est des besoins qui restent pour toujours. On est des humains, puis c'est des besoins vitaux.
Et pourtant, j'avais lu une étude à un moment donné, c'est dans les foyers pour personnes âgées où il y a à peu près le plus d'éclosions d'ITSS, oui, j'avais encore le vieux terme d'MTS. Mon cerveau n'a pas keep-up avec les abréviations, mais oui, le plus d'éclosions d'ITSS. Donc, il y a quand même ce désir d'intimité-là. Il y a beaucoup de personnes... Roger a été en couple avec Ginette toute sa vie. Il arrive dans un centre pour personnes âgées, puis il se rend compte que finalement, c'est Armand qui l'aime. Ben oui, exact. Il y a toutes les nouvelles relations, mais tous les vieux tabous aussi. Il y avait vraiment plusieurs aspects de la sexualité avec les personnes âgées que j'ai travaillé pendant mon bac. Mais tout ça pour dire que quand j'ai fini mon bac, je me suis retrouvée en production et puis j'ai pas poursuivi ma carrière de gérontologue sexologue. Gérontologue de l'amour. Oui, exactement. Mais donc, voilà pourquoi je n'ai pas... rapidement, je me suis rendu compte que c'est ça, j'aurais pas pu travailler avec des gens vraiment troublés comme le Joker. Ouais. Puis quand tu regardes le Joker, est-ce qu'il y a une partie de toi qui voudrait lui venir en aide ou tu veux voir jusqu'où il est prêt à aller dans sa folie? Parce que ça reste un film, là, mais si on le prend de façon humaine. Et quand je regarde le Joker, là, j'ai un shitload, si je peux me permettre, de compassion pour cette personne-là. Puis ça me rappelle à quel point derrière chaque méchant, il y a quelqu'un qui a profondément besoin d'aide, tu sais, puis que c'est... Oui, il faut condamner, mais après la condamnation, je pense que ça prend aussi énormément de suivi parce que dans les prisons, puis tout ça, c'est juste des problèmes de santé mentale, ou en tout cas, comme 90%, c'est des problèmes de santé mentale, puis je trouve ça vraiment triste. Donc, quand je regarde le Joker, je suis juste comme « Mais t'es où sa mère? Tu sais, pourquoi? » C'est intéressant parce qu'on ne sait pas si sa mère lui a dit la vérité ou si elle a menti elle-même sur son passé. Il y a des indices. En tout cas, vas-y, je te laisse aller. Non, mais oui, en effet, mais on a vraiment très peu de input par rapport à sa mère dans le film. Clairement, elle a fait, elle a fait en même temps, elle a sûrement fait. Oui, elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait, tu sais, mais clairement, ça a pas bien été, là. Puis il y en a plein de monde comme ça, tu sais, qui sont juste ça. Mais ouais, quand c'est mon côté maman qui regarde ça, puis je suis comme oh mon Dieu que c'est triste. Puis après ça, c'est le Joker. Fait que oui, là, je veux l'entendre rire puis être méchant. Je veux dire, j'écoute du cinéma pour ça, là aussi, pour me divertir. Ouais. C'est un film que tu as revu souvent ou... Pas encore, non. Je dois dire que je suis pas quelqu'un qui réécoute les films. Il y en a trop, des nouvelles histoires. J'aime trop me faire raconter des histoires. Fait que, tu sais, comme mettons, je vais réécouter un film pour l'écouter avec une personne que j'aime. Ah, t'as pas vu ça? Écoutons-le ensemble. Mais je l'ai pas encore réécouté. OK. Je vais le réécouter bientôt, promis. Puis tantôt, t'as dit que ça fait une douzaine d'années que tu travailles sur des plateaux de tournage. Trouves-tu qu'en 12 ans, il y a eu une évolution au niveau de comment on traite la santé mentale? Peut-être pas la santé mentale, mais comment on traite les personnes avec qui on travaille? Moi, je me souviens, ça fait peut-être 5-6 ans là, que je suis auteur dans le milieu, puis j'ai pas tant vu de différence parce que j'étais arrivé... Mon premier contrat d'écriture, je l'ai eu la semaine où le hashtag MeToo est apparu. J'ai pas vu l'avant. J'ai entendu parler de l'avant. Mais est-ce que tu considères que c'est mieux géré, mieux traité? Ben, je pense qu'il y a une réelle volonté à avoir plus d'écoute. Mais tu sais, ça reste le monde des communications. Puis ce que j'ai souvent dit, c'est que, tu sais, moi, je suis arrivée dans le monde des communications en ayant un bac en sexo. Fait que souvent, j'ai fait comme, oh mon Dieu, vous êtes toutes là à avoir fait vos études, par exemple, la plupart en communication et donc apprendre à parler. Mais il n'y a pas personne ici qui a appris à écouter. Puis j'ai souvent trouvé que c'était ça le gros problème en com. Mais avec les dernières années, les dernières initiatives, tu sais, je veux pas... Mais tu sais, Belle pour la cause aussi, je sais pas qu'est-ce que j'en pense vraiment, mais au final, je pense que ça a quand même ouvert des dialogues. Je pense qu'il y a certains artistes qui sortent puis qui
parlent aussi, qui exposent leur réalité. Je pense que ça a permis de s'ouvrir un peu plus sur l'écoute envers l'autre. En même temps, la production, ça reste un milieu très compétitif, où est-ce qu'il y a beaucoup de pression, où est-ce qu'il y a pas beaucoup d'argent, où est-ce que, tu sais, faut performer. Et quand t'es dans un milieu de performance, c'est pas nécessairement propice à l'écoute active, à faire, hey, tu sais. Fait que je pense qu'on essaie quand même, mais il va tout le temps avoir du travail à faire, là. Il va toujours avoir des améliorations qui peuvent être apportées. Ouais. C'est fascinant parce que dans Joker, c'est à ça qui est buté aussi. Le milieu des communications qui l'écoute pas, puis il veut rentrer dans un monde des communications, dans le monde du spectacle, puis il est réduit à une joke. Non, puis c'était tout l'aspect de l'intimidation, tu sais, le pauvre, il a fait rire de lui, tu sais, faire rire de soi comme ça, quand en plus, c'était son rire, puis je trouvais vraiment que c'était un film qui était super bien ficelé à tous les niveaux, là, ça m'a vraiment impressionné. Je demande souvent aux gens leur scène préférée, puis je te le demande, mais aussi la scène qui te tord le plus le cœur, la scène où tu as le plus de compassion pour le personnage. C'est quand il est devant la madame... quand il va là, à un rendez-vous, puis c'est la dame, c'est comme, je sais pas comment ça s'appelle aux États-Unis, mais c'est genre un genre de CLSC, puis là, il va, puis il parle. Puis c'est là que tu sens tout, tu sais, qu'il demande de l'aide, puis qu'elle fait comme, puis là, il parle la bureaucratie, puis c'est comme... Puis j'ai vraiment fait comme, c'est exactement ça, puis ça se passe ici, c'est la même chose, tu sais, puis c'est comme... Tu demandes de l'aide, c'est super tough de voir quelqu'un où il faut que tu ailles les sous, tu sais. Fait que l'aide en santé mentale est très, très, très peu accessible. Puis je trouvais que cette scène-là le démontrait bien, tu sais, que lui, il va, puis qu'il le demande, puis que ça marche pas. Tu sais, qu'est-ce qui se serait passé si cette femme-là a fait comme, OK, je te prends la main, puis on le fait, puis... Prise en charge du système. Exactement. Fait que ça, c'est la scène qui m'a le plus touchée, puis la scène la meilleure, c'est la fin, là, quand tu le sens qu'il rit, là, puis qu'il est comme là, il s'assume, puis il est fort, de complètement la mauvaise façon, tu sais. Mais c'était bon, j'ai aimé ça. Génial, écoute, on va passer à ton deuxième coup de cœur, qui est Trainspotting, film de 1996 de Danny Boyle, qui a révélé à la face du monde Ewan McGregor, le grand Ewan McGregor. Il y a aussi Johnny Lee Miller, Kevin McKidd, Robert Carlyle, des acteurs malheureusement qu'on connaît moins, mais tout le monde dans ce film-là est au sommet de son art et au sommet de son jeu. Un peu la même question que tout à l'heure, ça raconte quoi, Trainspotting? C'est quoi l'histoire de ce film-là? Je veux juste dire, ça, c'est le seul film que j'ai écouté plusieurs fois. Ça, puis La Petite Princesse, mais Trainspotting. Oui, mais on n'est pas dans le même univers, mettons. Non, mais... pas les mêmes enjeux. C'est ça. Trainspotting, c'est l'histoire d'un gars, encore je m'excuse, je suis vraiment pourrie avec les noms, qui fait de l'héros avec ses chums. Oui, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Parce que c'est ça, un moment donné, il tombe en amour avec une jeune, ça doit être au collège, elle doit être fin secondaire, collège, il tombe en amour avec, mais il continue quand même à faire de l'héros. Il y a comme une merde qui se passe avec de l'argent, puis il se retrouve... En tout cas, tout va mal, il fait de l'héros, mais... Moi, ce film-là, de un, je l'écoutais, c'est sûr que j'étais toujours en état second. Oui. Donc, c'est pour ça que, visiblement, je raconte pas toute bien l'histoire. Le gars, il fait de l'héros, Mais... T'as fait de l'héros? Non. J'ai eu peur, c'est ça que j'ai compris. Non, mais je vais juste raconter que, genre, c'est quoi l'histoire? Ben, le gars, il fait de l'héros. Mais... Excuse, je voulais pas te faire... Non, j'ai pas fait d'héros. Non, mais je veux dire, ça t'appartient. Mais je crois que t'avais quand même des belles dents pour quelqu'un qui aurait fait de l'héroïne. Mais ce que j'ai... ce film-là, en fait, c'est que ça commence en parlant de choix. Puis c'est ça qui m'a marqué, puis c'est pour ça que ce film-là, il revient souvent dans ma tête sur la notion de choix. Il commence le film en parlant de ça, il finit en parlant de ça, en faisant cette énumération-là de choisir ça. Puis il y a comme une espèce de réflexion sur la société de consommation dans laquelle on vit. La société, c'est ça, tu fais des enfants, tu fais ta vie, puis c'est ça la vie, ça se résume à ça. Puis lui, au début, il fait comme, ben non, moi j'ai choisi de faire de l'héros, tu sais. Puis là, le film est là-dessus, puis là, ben, tu sais, tout se passe, puis à la fin, il choisit de faire
un autre choix, tu sais. Et puis, c'est ça qui m'a marqué parce que je suis rendue à 39 ans, puis ça reste ça depuis que j'ai écouté ce film-là. À quel âge tu l'as vu pour la première fois? J'avais 14. OK. Puis c'est juste ça, la depuis, vie... je pourrais en mettre, mais 25 ans à peu près, ouais. Depuis 25 ans, ce film-là t'accompagne. Oui, complètement, parce que c'est juste ça, la vie, c'est de faire des choix tout le temps. T'es tout le temps confronté à un choix. Puis de faire le choix. C'est parce que tu peux finalement ne jamais faire de choix, puis être là, puis tu stagnes. Si tu fais pas de choix, tu stagnes. Ouais. Et puis donc, ce film-là, c'est OK, là, il faut que je choisisse, puis il faut que je prenne ma décision. Tu sais, parce que c'est ça, au final, un choix implique une prise de décision, puis prendre des décisions, c'est super tough dans notre vie, dans notre société. Puis ouais, ça m'a vraiment marqué sur ça, tu sais, au final. Puis ben c'est sûr que là, le choix de ce que la société nous impose ou nous a amené beaucoup à, c'est ben faire des enfants, s'acheter une télé, s'acheter une maison, avoir un couple, faire ta vie, puis OK, c'est ça. Puis, es-tu toi, parce que tantôt tu m'as dit que t'as des enfants, donc est venu un moment où t'as fait ce choix-là d'avoir un enfant. 2 fois. 2 fois, deux fois prendre cette décision-là. Non, mais dans le sens que 2 fois, avec genre, je l'ai fait une première fois avec un chum, faire l'enfant, essayer de faire, ah non, ça n'a pas marché, OK, on se sépare. OK, je réessaye. Tu sais, la liste de choix Puis juste le choix d'avoir un premier enfant doit être immense. La liste des décisions, la liste de ce qu'on décide qui va changer. Puis d'en faire un deuxième, faut prendre en considération le premier, tout ce que ça implique aussi. C'est de prendre tous les choix qui ont été faits, puis on va en rajouter par-dessus. Mais c'est parce qu'au final, il y a beaucoup de nos choix qui sont super gros influencés par notre société. OK. Puis je trouve que ce film-là, encore aujourd'hui, nous le démontre comme tel aussi. Dans quel sens que, parce que encore aujourd'hui? Dans le sens que, tu sais, d'avoir un enfant, là, on commence à se dire, les enfants, peut-être on n'est peut-être pas obligé d'en avoir des enfants parce que, bon, la crise, tu sais, la crise, la guerre, ça. Mais c'est tout récent, là, ça. Avant, c'était comme... de faire le choix d'avoir des enfants ou non, c'était un énorme questionnement. Puis la plupart de mes amis ou des gens autour de moi, on se l'est demandé, puis c'était quasiment une évidence. Tu sais, là, non, mais tu sais, fait que le choix de s'acheter une maison. Ouais. Là, on en parle de moins en moins parce que la crise... Mais tu sais, mais avant ce qui s'est passé, mettons, dans les 2 dernières années, genre, la plupart de nos choix restent quand même influencés beaucoup par aller à l'école, aller à l'université, avoir une job qui te donne une assurance, qui va te donner une sécurité. Tu sais, comme toutes ces espèces d'affaires-là d'adultes, en gros guillemets, ça reste que c'était ça. Tu sais, moi, j'en connais... Au final, mettons, j'ai une amie qui a fait comme « Hey, fuck off ». Je m'en vais dans le fin fond de l'Amérique du Sud faire pousser du pot. OK. Mais tu sais, j'en connais pas du monde qui ont fait fuck notre société, fuck les choix, fuck tout ça, je m'en vais. Puis faire le choix de juste comme give it up. Ouais. Peut-être que c'est les 2 dernières années qui m'influencent dans ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression que certaines personnes qui se sont dit fuck la société, fuck tout, se retrouvent dans des convois de camionneurs un peu douteux aussi. C'est peut-être une autre... Mais ça aussi, c'est un choix de croire aux médias, de croire à ce qu'on nous présente, aux images qu'on nous montre, puis c'est que là, on est rendu dans le 3e degré du postmodernisme, là, quand on est rendu à se demander si l'image qu'on voit à la télévision aux nouvelles est vraiment réelle ou si c'est pas un effet spécial comme mis par-dessus. Mais il y a quand même une décision qui se prend. Est-ce que toi, t'es quelqu'un qui a de la difficulté à faire des choix dans la vie? C'est quelque chose que je m'en viens de plus en... tu sais, je m'en viens meilleur, je te dirais, mais je pense Oui, je pense que oui, tu sais. Puis je pense que au-delà de faire le choix, c'est de prendre la décision d'assumer le choix qui... Ouais. Mais je pense que tout le monde a cette difficulté-là, là, tu sais. Moi, je le théorise peut-être plus que d'autres, tu sais, parce que j'ai écouté Trainspotting puis j'ai trippé. 25 ans, rendu là, c'est un post-doc en Trainspotting. Oui, exact. Exact. Mais... non, mais c'est ça, tu sais, comme par exemple, autour de moi, quand j'ai ma petite sœur que j'adore, puis qu'elle
prends une décision, puis je suis comme, hey, bravo, tu sais, tu as pris une décision, parce que c'est en prenant des décisions qu'on avance, tu sais, puis qu'on s'accomplit, mais c'est vraiment difficile, puis je pense pas que c'est tout le monde qui est capable de faire ça, ou en tout cas, tu sais, des vraies décisions qui te font avancer, tu sais, ou qui t'aident à devenir la personne que tu aspires à être, tu sais. Puis, ben, c'est ça que Trainspotting m'a fait réfléchir tout au long de ma vie, tu sais. Ouais. Y a-tu eu des moments où t'as été incapable de prendre des choix, puis la suggestion à ça, c'est... Y a-tu des moments où t'étais complètement à terre, complètement au fond du baril, puis comment tu t'en es sorti? Parce que le film, essentiellement, c'est ça, c'est un gars qui se retrouve carrément au fond du baril à halluciner un fœtus qui marche au plafond pendant qu'il est pas capable de faire caca parce qu'il a pris trop d'héroïne. Quelle scène hallucinante. Ça, s'il existe, les amis. Ah oui, complètement. Mais je pense que... Tu sais, moi, j'ai fait un enfant à 19 ans. J'ai fait le choix de faire un enfant à 18 ans. Le choix de le garder aussi. Exactement. Puis je pense que c'est ce qui m'a permis de pas me rendre où est-ce que... c'est quoi son nom? J'ai un blanc. Où est-ce que ce personnage... au personnage de Ewan McGregor? Ouais, exactement. Ouais, j'ai malheureusement pas noté son nom, mais... Des fois, souvent, en fait, dans ma vie, je me suis retrouvée dans un moment où est-ce que où est-ce que j'aurais pu être dans le fond du baril, mais en ayant des enfants, tu peux pas te le permettre autant parce que tu penses à eux puis tu dis « OK, ben non, je vais me lever puis je vais le faire parce que t'as pas le choix. Ouais. D'avoir un enfant à 19 ans, c'est une grosse charge. T'as pas le choix de devenir un adulte là. Ben exactement, tu sais. Puis encore là, le film m'a inspiré ça. J'ai fait le choix d'être dans le droit chemin, entre guillemets, tu sais. Puis en même temps, ça m'a aidé au final, tu sais. C'est ça. J'ai perdu le fil. Je voulais te dire quelque chose, puis on parlait du choix d'avoir un enfant jeune, on parlait de... C'est pas grave, ça reviendra. Puis la décision d'aller vers le milieu de la production, ça s'est fait comment? Un concours de circonstances, tu sais, des fois, la vie, elle te dirige aussi. C'est en finissant le bac, je travaillais pour quelqu'un en restauration. J'ai toujours travaillé en restauration, qui a eu une émission de télé. Et puis donc, elle m'a amenée sur le show de télé pour l'aider à être styliste culinaire. Après coup, sur le même show, j'ai aidé à élaborer les recettes, à faire de la correction et tout ça. Puis après ça, les contrats se sont enchaînés de fil en aiguille. Tu sais, ça reste beaucoup une histoire de contact. Puis alors, c'est comme ça que j'ai continué à être dans le milieu de la télé. Mm-hmm. Ton moment préféré dans Trainspotting? Ben, clairement, le générique d'ouverture, tu sais, quand il est là, puis qu'il court, puis qu'il dit qu'il meurt ça, puis qu'à un moment donné, il arrête sur la voiture, puis tu sens qu'il il bouffe la vie, là, tu sais, ça va bien encore, là, il est pas dans la descente aux enfers de sa consommation de drogue, il a l'air d'aimer ça encore, tu sais. Ça, ou quand il est avec sa jeune amoureuse, puis qu'à un moment donné, elle le remet à sa place, là, puis qu'elle dit, là, t'es un peu une merde. Ouais. J'ai beaucoup aimé son personnage à elle, tu sais, qui est vraiment pas... tu sais, cocoon, là, elle se laisse pas marcher ses pieds, puis elle le remet à sa place, puis à un moment donné, elle le gosse, fait qu'elle fait juste le laisser. Tu sais, je trouvais que c'était rafraîchissant de voir un personnage féminin, surtout à cette époque-là, tu sais, qui était comme juste normal, là, juste comme... tu sais, elle était pas là pour être cute, elle était juste là pour être sa blonde, puis si ça lui faisait plus son affaire, elle était capable de s'en aller. Je trouve que c'est un film Trainspotting qui fonctionne beaucoup avec les... Ben, c'est un film que je pense qu'il faut voir à l'adolescence, là. C'est primordial. J'imagine que c'est ça, à 14 ans. Viens-tu d'une petite région? Parce que ça parle beaucoup aux gens qui viennent des plus petites régions où il n'y a pas grand-chose à faire. Sherbrooke. OK. Fait que l'Estrie... Mais... Sherbrooke UP ou Sherbrooke? Ah! Ça, c'est la... T'étais-tu à Michel-Montcalm ou dans une autre école un peu weird? Est-ce que tu connais Sherbrooke, là, clairement? Oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont allés à l'université ou au secondaire là-bas. OK, j'allais au collège Mont-Notre-Dame. OK. Fait que, j'étais comme la fille, là, j'avais mon uniforme, puis, j'allais au collège. Fait que, je sais pas si c'était UP, mes parents, ils n'avaient pas nécessairement beaucoup d'argent, là, tu sais. Ma mère, elle me le disait qu'elle s'endettait pour pouvoir m'envoyer au collège, là. Fait que... non, je sais pas, j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai fait beaucoup de drogue aussi, pas de l'héros, je précise, pas de l'héros. Répétons-le.
J'ai toujours aimé la drogue, j'ai toujours trouvé ça le fun d'en faire. J'ai toujours... C'est correct d'expérimenter aussi. Je trouve ça super important quand même. Ça m'a aidé à mieux me connaître, ça m'a aidé à me faire des amis, ça m'a rapporté des sous, ça m'a, tu sais, comme plusieurs aspects de la drogue que j'aime, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est ça, puis tu sais, ils valorisent pas tant la drogue, là, c'est pas nécessairement ça. Non, parce que c'est vraiment une descente aux enfers, puis en tout cas, si tu regardes Trainspotting... En fait, si vous regardez les auditeurs et les auditrices, vous regardez Trainspotting, puis à la fin, vous dites « Mon enfant de l'héros! » Je pense que vous avez passé à côté du film. Non, exact. Là. C'est pas ça le but. Non, je trouvais que c'était vraiment une belle réflexion sur la vie en général, sur le fait de devenir adulte, sur le fait de prendre ses responsabilités. Donc, Je trouve ça intéressant, puis c'est toujours tabou là, de parler de drogue puis de poser ce genre de questions-là, mais la plus intéressante pour toi, ça a été laquelle? La drogue? Ouais. Ben, la plus intéressante, je pense, moi, je suis sobre depuis 4 ans. Je bois plus du tout d'alcool. Je fais plus de drogue non plus. Je fume du cannabis, puis je prends des champignons parfois. Ouais. Mais, en microdose ou... Parce que c'est rendu accepté. Ouais, les deux. Ça dépend, mais tu sais... Donc, avant, mettons... Sérieusement, j'ai beaucoup aimé la coke. Moi, j'étais pas quelqu'un qui est devenu addict ou de ça. Une fois de temps en temps, au Nouvel An, je trouvais vraiment que c'était le fun. C'était vraiment... Je trouvais que ça me était... Il y a comme tout l'aspect... je sais pas, l'aspect glam de la coke, tu sais, on l'a tellement vu dans les films, la coke, tu sais. Je pense que c'est l'affaire qui me fait le plus peur au monde, avec l'héroïne, là, de toute évidence. Ouais. Ah, ben, tu sais, non, c'est ça, je trouvais que c'était comme, c'est ça, je me sentais dans un film à chaque fois que je faisais de la coke. Je trouvais ça, c'est ça, je trouvais ça le fun, puis j'avais pas envie d'en refaire le lendemain, j'avais pas envie d'en refaire pour un gros bout. Ce qui est très bien, ce qui est très bon, parce que les gens que je connais, puis bon, tu travailles en télé, en cinéma un peu, il y en a beaucoup, là. Ouais, non, c'est ça. Peut-être plus, peut-être plus avant que maintenant, là. Tu sais, il y a des phases pour la coke, là. Oui, c'est vrai, mais non, c'est ça. Puis j'en ai jamais acheté, on m'en offrait, puis c'est ça. Je trouve vraiment que ça amène une espèce d'autre dimension au party, tout en restant un peu chic, là, si on veut. Là, j'aimais quand même ça. Mais sinon, les champis, je trouve ça... Sérieusement, les champis, je trouve ça révolutionnaire pour la vie en général. Puis même pour la santé mentale, même pour... Complètement. Juste amener ton cerveau ailleurs, juste pour... C'est un reboot de tes neurones. Exactement. Puis je suis vraiment... j'ai juste hâte que les recherches, les avancées qui avaient été commencées back in the days puis qui ont été arrêtées à cause de plein de raisons. Mais je trouve ça vraiment révolutionnaire, les champignons magiques. Oui. Super. Puis c'est... Je vais vous donner le conseil que mes parents m'ont toujours donné. C'est correct d'essayer des choses. En effet, je pense aussi. C'est ça. Le danger, c'est de créer une addiction, de développer une dépendance à ces drogues-là, comme dans Trainspotting, là, où ça va dans la mauvaise direction. Ça a-tu été dur d'arrêter? Ça a-tu été dur de faire « je coupe tout ça, l'alcool, tout ça? » Oui, ben tu vois, pour moi, l'alcool, je trouve que c'est l'affaire la pire. Je trouve ça bien pire que toutes les drogues. L'alcool, c'est la pire affaire. C'est un poison. Puis oui, ça a été difficile d'arrêter. Puis on nous en fait des pubs comme si c'était du bonbon. C'est hyper valorisé. Si tu bois pas, t'es weird. Ouais. Moins, ça commence à être démocratisé, mais oui, c'est incroyable. Moi, quand je bu, tu sais, j'étais pas alcoolique fini, là, tu sais, mais faire la fête, c'était l'affaire tellement... fait que oui, quand même, ça a été j'ai eu de l'aide pour arrêter de boire de l'alcool. Je trouve ça drôle, c'est quand on voit les pubs de la SAQ, surtout à l'approche de l'été, là, « Hey, tu veux passer un bel été? Bois! » Mais quand ils ont ouvert les succursales de SQDC, c'était « il faut pas faire de pub, faut même pas dire que ça pourrait être le fun. » Ouais, mais vous faites des pubs pour dire que mon été va être de la merde si je bois pas. Non, c'est incroyable. C'est pour ça que comme pour là avec toi, je me suis pas censurée par rapport à mes propos sur la drogue parce que je trouve que l'alcool, c'est la
pire affaire. Ouais, pour vrai. ouais c'est correct. Puis ton discours, je l'entends de plus en plus. Puis je me dis, tant mieux. Puis si on peut mettre plus de... on parlait de Joker tantôt, si on peut mettre plus de ressources pour les gens qui ont des dépendances, mais si c'est contrôlé, si c'est bien amené, tu sais, que ce soit même de la cocaïne, tu sais, pourquoi j'ai jamais touché à ça, c'est que ça me fait tellement peur, c'est que j'ai l'impression que ce qui est disponible, ça peut être de la scrap, souvent, puis c'est ça qui me fait le plus peur. Ça me tente pas de tomber sur quelque chose de mauvais. Je me dis, si c'est contrôlé... Ouais. Ben, en même temps, tu sais, je referais pas de drogue chimique, pour être honnête, là, tu sais, la cocaïne, j'en aurais jamais fait si j'avais pas bu de l'alcool, puis même toutes les autres drogues que j'ai pu faire, c'était toujours sous consommation. Tu sais, je referais pas de drogue chimique, pour vrai, même si c'était contrôlé, même si, je sais pas, mais... je pense que tout est dans l'équilibre, peu importe. Ouais. Il y a plein de personnes autour de moi qui boivent puis que c'est zéro problématique puis sont capables de bien le gérer. Mais j'en vois plein aussi que c'est comme « Ah, peut-être que là, tu devrais peut-être un petit peu prendre un pas de recul puis analyser ça. » Ben, je les nommerai pas, mais j'ai 2 amis en 6 mois qui ont failli mourir là, de trop d'alcool. Je te crois. Tu vois jusqu'où ça peut amener. 2 amis très proches. Puis j'étais comme, mais là, on va-tu les perdre, là? Ça me tente pas. Puis tout ça parce qu'ils boivent trop. Ben, moi, c'est grâce à 2 de mes amis que j'ai arrêté de boire. Qui ont fait une intervention avec moi, qui ont fait, hey, peut-être que. C'est souvent, c'est régulier. Pardon? C'est souvent, puis c'est régulier, tu presses slacker un peu. Genre. Ben, c'est surtout que moi, quand je commençais, j'arrêtais pas. OK. Donc, moi, j'aurais pu faire la fête, là, jusqu'à. Mais tu sais. Puis c'est juste que quand tu fais la fête puis que t'es pas capable d'arrêter, mais ça se peut qu'à un moment donné, pendant la soirée, tu sois juste pas là puis c'est juste plate puis que t'es pas la personne que t'es supposée d'être, tu sais. Puis mes amis, ils m'aiment. Puis bon, je dis, tu sais, c'est plate parce qu'on n'a plus accès à la vraie rock. Ça fait peut-être qu'il y a un problème. Puis c'est ça qui s'est passé. je reviens un peu à Trainspotting, mais à ton métier de coordonnatrice d'intimité aussi. Oui. Il y a des scènes très rough, des scènes très dures. Le film est loin dans ma tête, mais il n'y a pas nécessairement des scènes à charge sexuelle dans le film. Peut-être. Puis pour l'acteur, faut qu'il se mette quand même dans la tête. Je m'en vais tourner ça. Là. Comment tu procèdes avec les comédiens et les comédiennes pour les rendre à l'aise de tourner les scènes qu'ils ont à faire? De un, je leur demande... comment ils se sentent par rapport à ça. C'est sûr que d'avoir le plus d'informations possible par rapport aux intentions de la réalisation aide. C'est comme moi, je leur présente la scène plus élaborée que ce qu'ils ont lu dans le scénario. Donc, d'avoir plus de détails, ça aide à mieux comprendre, d'avoir l'intention de réalisation, de savoir les plans au niveau technique, tout ça, ça aide aussi à se faire une idée de comment ça va être tourné. Après ça, je leur demande s'ils ont des trucs pour simuler, tu sais, comme si on est dans une relation sexuelle ou si c'est demandé qu'il y ait un orgasme, je leur demande s'ils ont eu des trucs, s'ils ont appris à jouer ça. Okay. S'ils en ont pas nécessairement eu, on essaie d'en trouver ensemble, puis on essaie de travailler ça aussi. Parce que c'est très intime de montrer sa propre face d'orgasme, ses propres gémissements. Exact. Fait que c'est de trouver, c'est ça, c'est de leur donner des trucs pour s'assurer qu'ils préservent leur intégrité par rapport à qu'est-ce qu'il y a à tourner après coup. Tu sais, qu'ils finissent leur journée de job, fassent comme, bon, ben j'ai fait ma job, mais j'ai pas dévoilé qui j'étais dans ma vie sexuelle. Je suis restée dans mon rôle. Puis, donc, juste d'avoir ça en tête, ça les aide énormément. Là. Super. Puis... je suis content que ce métier-là existe. Merci. Pour vrai. Merci puis on n'en parle pas beaucoup parce que c'est quand même nouveau. Mais tant mieux. Puis espérons que dans l'avenir, soit de plus en plus fréquent d'en avoir. Puis voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ton métier. Merci. Ton 3e coup de cœur, puis tu me l'as dit, t'es plus une fille de séries télé plus que de films. Puis ton 3e coup de cœur, c'est une série télé, mais qui est très cinématographique, The Handmaid's Tale, qui est une série d'HBO, qui a commencé en 2017. Ça m'en vedette Elizabeth Moss, qu'on a pu découvrir dans Mad Men, qui faisait pas Peggy, mais qui faisait, bon, son nom m'échappe dans Mad Men encore une fois, Joseph Fiennes, Anne Dowd et Yvonne Strahovski.
basé sur l'œuvre de Margaret Atwood, sur le roman de Margaret Atwood. C'est quoi The Handmaid's Tale? Oh my God! Là, on pourra en parler du convoi de... La liberté. Allons-y, je veux. Ouvrons toutes les portes. Écoute, c'est tellement gros comme histoire, c'est tellement collé à notre réalité, c'est tellement vrai, ça me perturbe à un autre niveau, c'est incroyable. Ça se passe à Boston, à notre époque, avant pandémie, bien évidemment. Mm-hmm. Et puis, il y a des manifestations qui se passent dans les rues de Boston, mais June, la personnage principale qui travaille en communication et journaliste, elle voit ça, elle a un kid, elle n'a pas tant le temps d'aller manifester, comme ça va passer, tu sais. Complètement collé à notre réalité. Je veux dire, moi, une manifestation, je suis comme, oui, j'aimerais ça y aller, mais bon, pas le temps. Pas lesquelles, là, mais... c'est ça. Non, mais tu sais, là, c'est comme... Puis, finalement, les manifestations, je me souviens plus exactement, mais c'est, mettons, on va dire, c'est une extrême politique. Je sais plus si c'est l'extrême droite ou, tu sais, je suis pas assez calée en politique, mais c'est un parti qui prend le pouvoir et qui instaure leur loi. C'est quoi? Je l'ai sur le bout de la langue, le nom de leur parti, mais... Enfin, et puis là, June essaie de s'échapper avec son conjoint et sa petite fille, et puis ça ne fonctionne pas. Elle est prise, elle et sa fille, puis son chum réussit à s'évader. Ce que je trouve complètement incroyable, c'est que ce parti-là, dont le nom m'échappe encore... j'aimerais ça le retrouver. C'est ça, la République de Gilead. C'est qu'ils ont quand même des enjeux louables, dans ce sens que eux, c'est que le niveau de fertilité des femmes baisse énormément à cause des engrais, à cause de la pollution. Et puis là, ce qu'ils veulent, c'est revenir à des valeurs vraiment roots. OK. Et donc, pour très traditionnel, extrêmement traditionnel, et donc de revenir pour que les femmes redeviennent fertiles. Mais tout ça passe par de la hiérarchie complètement déséquilibrée, parce que c'est les femmes qui écopent, t'sais. Et donc, ça montre vraiment à l'extrême tout ce qui se passe de pas correct dans notre société depuis vraiment longtemps, tu sais. Mais, somme toute, c'est ça, c'est qu'on... Tu sais, c'est Serena Joy, Serena, la femme qui a parti ça, qui était une femme vraiment éduquée, c'est une avocate, et puis elle part ce parti politique-là avec son conjoint, puis tout ça vient plus gros qu'elle, puis elle-même semble dépassée, mais est tellement drivée par son désir d'avoir un enfant qu'elle en perd elle-même ses repères. Et puis là, l'histoire est tellement élaborée, puis tout ça, mais je trouve que ça... Quand on a vécu le convoi d'Ottawa, tu sais, que je trouvais que ça... Je me sentais là-dedans un peu quand il y a toute l'industrie du bien-être, du wellness, de revenir à des trucs vraiment plus roots, nature, manger bio, machin, qui va manifester avec la droite extrême. Ouais. J'ai en fait comme, mais mon Dieu, c'est quasiment ça. Ça me faisait beaucoup, beaucoup penser à Handmaid's Tale. Ouais. Ça coquinait à des gens qui font la promotion du pétrole, alors que toi, t'es là avec tes produits naturels. Mais c'était exactement ça. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y avait quelque chose qui je faisais comme... Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces deux groupes-là, qui à la base sont complètement différents, militent ensemble? Puis c'est ça que je trouve qu'en ce moment, le monde est complètement fucked up, puis je trouve ça complètement épeurant. Puis Handmaid's Tale, quand j'écoute ça, j'ai ce feeling-là aussi que, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde, tu sais? Puis au-delà de toute l'histoire qui est complètement... qui est vraiment triggerante, c'est la direction photo, la direction artistique, tout le jeu tout est vraiment on point. Je trouve ça magnifique, je trouve ça vraiment beau, je trouve ça vraiment bien exécuté. Puis surtout, c'est que l'histoire est vraiment mieux ficelée que je peux te la raconter aujourd'hui même. Mais c'est une histoire fascinante, puis juste dans les années de Trump... Plusieurs femmes ont manifesté devant la Maison-Blanche ou devant le Capitole, habillées
avec l'espèce de toge rouge puis le chapeau blanc, quand, entre autres, un juge a été élu à la Cour suprême alors qu'il y a des allégations et des accusations d'agression sexuelle contre ce gars-là, puis ce gars-là veut enlever des droits aux femmes. Il y a des États qui veulent enlever le droit à l'avortement. Oui, exact. Non, c'est il y a une espèce de résurgence de ces mouvements-là, ou en tout cas, peut-être qu'ils sont juste plus vocaux aujourd'hui. Non, mais complètement, là, c'est vraiment épeurant. Là. C'est pour ça que les mouvements féministes contemporains, il faut qu'ils deviennent de plus en plus forts, et puis que les hommes embarquent avec nous là-dedans, puis qu'on démocratise tout ça, parce que c'est vraiment fréquent. Puis c'est surtout fréquent de voir que ils sont plus vocaux, puis que ça se rallie avec des mouvements. C'est comme, mais que se passe-t-il en ce moment? Puis c'est ça, c'est un peu ça la prémisse d'Identitaire, c'est qu'on le voit pas nécessairement venir. C'est que ça arrive pas du jour au lendemain, mais ça arrive vraiment comme, OK, mais comment on en est arrivé là, tu sais? Puis c'est ça, je trouve que la réflexion était super pertinente dans cette série. Ouais. Est-ce que l'avenir est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que tu es optimiste pour les prochaines années ou pas du tout? Non, pas du tout, là, tu sais, puis je suis pas quelqu'un de pessimiste, mais tu sais, dernièrement, avec, tu sais, là, on sort de pandémie, il y a la guerre, il y a le coût de la vie, il y a la... Puis tu sais, de voir les... Avant la pandémie, c'était, tu sais, voyons, j'ai un brain freeze. Avant la pandémie... Avant la pandémie, c'était comme toute l'écologie, tu sais, tu sais... Puis là, la pandémie a juste amené encore plus de... Tu sais, que tu sais, tout va mal. Oui. Tout va mal, selon moi. Il n'y a même plus moyen d'habiter en ville, d'être propriétaire. Oui, fait que même quand on se dit « Ah, tu sais, ça, c'est pas si pire », mais non, tu sais, il y a de quoi qui fait que ça... En tout cas, fait que, ouais. Je trouve pas que ça va particulièrement bien ces temps-ci. Oui. Sur la place des femmes aujourd'hui dans notre société... Qu'est-ce que Handmaid's Tale dit? Ben, je pense que ça dit qu'il faut qu'on nous écoute plus, qu'on laisse la place, tu sais, mais que... Puis c'est ça, tout ce qui est vicieux de cette série-là, de cette histoire-là, c'est qu'à la base, ça a été parti par une femme, tu sais, c'est par Serena Joy, tu sais. Puis c'est qu'à un moment donné, dans le pouvoir, il peut facilement y avoir un déséquilibre, tu sais. Donc, il faut juste s'assurer qu'on continue à faire front commun. Il y a beaucoup de trucs qui ont été lancés par des femmes, des fois pas de façon tu sais, de façon très très positive, j'ai l'impression, puis qui ont été récupérés par des groupes d'hommes mal intentionnés. Par exemple, tout ce qui est mouvement incel, c'était une femme qui a parti ça parce qu'elle était comme « Ah, ben allô, ça me tente pas d'être célibataire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je le suis, puis j'arrive pas à me trouver un chum, et que c'est plate. Puis il y a des gars qui ont fait comme « Ah, je me reconnais là-dedans, mais je veux pas inclure les femmes, fait qu'on va récupérer ça à notre bénéfice. » Ah non, c'est ça. Et en effet, il y a plein de... Tu sais, il y a plein de cours. Puis tu sais, quand tu regardes, mettons, les gens qui sont contre l'avortement, il y en a plein des femmes là-dedans aussi, tu sais. Oui. Fait que je pense que c'est juste... Tout ça est une question d'éducation, puis de renseignement, puis tout ça. Puis non, je pense que... Tu sais... Ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants, c'est qu'ils sont pas obligés d'avoir des enfants pour être heureux. Parce que c'est tellement inquiétant, tu sais, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Ouais. Je reviens encore une fois au métier de coordonnatrice d'intimité. Dans un des articles que j'ai lu, je crois que c'est celui sur Radio-Canada, il y avait une vidéo qui l'accompagnait. Je la mettrai en lien de vidéo à laquelle tu as participé, où il y a Sophie Préjean, qui est directrice de l'UDA, Isabelle Blais, qui est comédienne bien connue, qui parlait des fois de la difficulté de faire accepter ton métier sur un plateau de tournage, puis que c'est pas encore reconnu par les syndicats, ni par les producteurs, puis qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont réfractaires. Ils vont sortir l'argument qu'ils n'ont pas d'argent puis qu'ils n'ont pas le temps, mais est-ce que selon toi, c'est suffisant comme argument ou l'autre pendant est beaucoup plus important? Je pense que... Je comprends en même temps, tu sais, je veux dire, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'argent, puis mais tu sais, le métier de coordonnatrice d'intimité, il est quand même là juste pour s'assurer que les choses se font bien, tu sais, et donc, au final, si les choses se font pas bien, ben ils vont en perdre de toute façon de l'argent, tu sais. Fait que c'est une sécurité de nous avoir sur les plateaux, là.
Parce que est-ce que ça peut être long, les discussions que tu as avec les comédiens, ou est-ce que ça se fait sur le plateau ou c'est avant? Ça dépend vraiment des productions, en fait. OK. Là. Mais oui, en effet, il y a un travail au préalable qui doit être fait, qu'il faut qu'ils planifient dans leur budget. Mais tu sais, chaque production, il y a tout un énorme moment où est-ce qu'ils font les planifications budgétaires. Donc, ils ont juste à le planifier dès le départ. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Puis après ça, ben, on travaille autour de ça, tu sais. Ouais. C'est quoi les défis que tu as rencontrés en faisant ça? Les défis auxquels tu t'attendais pas? Ça, c'est une bonne question. La compétition, je te dirais. Il y a de la compétition entre coordonnateurs. Non, mais attends, mais c'est parce que je m'attendais pas à ce que... Tu sais, parce que moi, cette fonction-là, j'y crois au plus profond de mon être, puis surtout, je crois au plus profond de mon être que je suis bonne dans ce que je fais. Puis c'est la première fois de ma vie que je pense que j'ai trouvé ma profession, puis que je me sens à ma place. Tu sais, ça a quand même été long, puis c'est un travail, tu sais, mais enfin, je pense que c'est ça, je fais bien ce que je fais en coordination d'intimité. Et donc, je pensais pas que... Tu sais, parce que là, il y en a d'autres, puis c'est correct, puis c'est super normal. Mais c'est vraiment venu me trigger. J'ai fait comme, oh mon Dieu, OK, j'étais pas prête à ça. Tu sais, je me suis rendu compte que si ça venait me... Puis il faut pas, tu sais, puis il faut que... Oui, mais je comprends. Puis j'imagine que tu élabores ta propre technique, puis là, tu te demandes, ouais, mais les autres, c'est quoi leur technique? Puis est-ce que c'est aussi valable? Est-ce que c'est mieux ou moins bon que ce que je fais? Ben exact, tu sais, puis ça sert à rien de faire ça, puis tu sais, l'idée, c'est juste de faire de son mieux, puis de croire en soi, puis d'avoir confiance, tu sais. Mais c'est ça, je pensais pas que ça allait venir me chercher autant, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça, c'est un travail que je fais sur moi-même. Mais j'imagine, plus il va y en avoir, plus ça va être reconnu et... Ben oui, mais en même temps... Plus les producteurs n'auront pas le choix de En effet, de mais reconnaître. tu sais, il reste qu'il n'y a pas des scènes d'intimité dans tous les films, là. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas un preneur de son, il va tout le temps en avoir... Tu sais, c'est automatique, on en a besoin d'un. Une coordonnatrice d'intimité, c'est pas automatique, là, tu sais. Oui, puis... ça serait surprenant que sur Toc Toc Toc, il y en ait besoin, ou sur Monsieur Crackpot, où je connais pas les émissions pour enfants, là. Exact, as-tu compris? Fait que ouais, je me suis rendu compte de ça, puis c'est une bonne chose parce que ça me permet juste de travailler sur moi, puis d'aller voir mes propres démons, mes propres faiblesses, puis de faire comme, OK, qu'est-ce que je fais par rapport à ça, puis... Ouais. Puis qu'est-ce que t'as appris? Depuis le début que tu fais ça, est-ce qu'il y a des erreurs que t'as vues que tu faisais, puis t'as fait, oh, OK, il faut que j'aille dans une autre direction, ou c'est vraiment du cas par cas avec les comédiens et les comédiennes? Ouais, j'ai fait... ben oui, parce que je continue à m'informer, à peaufiner ma fonction, à aller chercher des nouvelles ressources, et donc à suivre des workshops, tu sais, à vraiment, c'est ça, là, m'améliorer dans mon travail. Puis, quand j'ai commencé, à un moment donné, il a fallu que je fasse une scène avec un réal... Ah, ben, tu sais, qu'on place, qu'on chorégraphie la scène. Et puis, il y avait les deux comédiens, moi et le réalisateur. Et puis là, il a fallu qu'on montre qu'est-ce qu'il voulait faire. Et là, j'ai dit au réalisateur, bien, gars, on va le faire ensemble, on va montrer. Il était pas à l'aise lui non plus de le faire. Mais en même temps, je le connaissais, mais fait que là, on a comme un peu montré, tu sais, mais... Puis là, après, ça a juste créé un moment cocasse, on a rigolé, puis tout ça, puis là, après ça, ils l'ont fait, tu sais. Mais là, là, j'ai lu des ouvrages pour peaufiner mon art et tout ça, et puis là, ça, c'est une des choses qu'il faut pas faire. OK. Donc là, quand je suis arrivée à la saison 2, je me suis excusée à mon réalisateur. Écoute, j'aurais pas dû faire ça, je m'en excuse. Même chose aux comédiens. Parce que là, on a rigolé un peu à chaque fois qu'on se revoyait, c'était comme, tu sais, la fois, puis là, c'était... Mais je me suis excusée quand même. Oui. J'ai fait mon mea culpa que je ne referais pas ça. T'as pas envoyé une lettre pour dire si mon comportement a pu blesser qui que ce soit, je m'en excuse, non? Ben, je l'ai fait de vive voix. Ce qui est encore mieux. Tant mieux, ben oui, c'est ça. Ton moment marquant de Handmaid's Tale, ce serait quoi? Eh boy. Parce que oui, bon, ça reste une série, il y a plusieurs moments marquants, mais... Ben, c'est sûr que là, dans la dernière saison, il y a tout le moment où, ça vient tellement chercher plusieurs niveaux, l'histoire d'amour avec Nick, il y a tellement de scènes incroyables, mais
j'ai pas un... Tu sais, la dernière saison, il y a toutes eu les retrouvailles avec son premier chum qu'elle a perdu, tu sais. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on n'aille pas dans des retrouvailles pas possibles. Puis on voit que June en prend vraiment du galon, puis elle se re-questionne énormément sur sa position par rapport à ça, puis qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle est vraiment une voix qui doit se faire entendre ou elle peut se reposer, tu sais. Fait que c'est pas tant un moment précis, parce qu'il y en a plein des scènes, c'est beau juste. Mais c'est le fait qu'il a été capable de faire comme, OK, June se re-questionne, puis tant sur sa position que sur sa relation, puis qu'elle prend position. Puis quand elle va... Ouais, le moment marquant, dans le fond, c'est quand elle va voir le lieutenant, puis qu'elle dit sa façon de penser. Ça, c'était jouissif. Jouissif. Tu voulais faire une petite mention spéciale à un autre film qui t'a marqué, Call Me By Your Name. C'est quoi ce film-là, Call Me By Your Name? C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour avec un grand A. Puis je voulais vraiment faire une mention spéciale parce que je pense qu'une des choses qui fait que je suis une bonne coordonnatrice d'intimité, au-delà, mettons, de mon expertise professionnelle, c'est que j'aime l'amour. J'aime faire l'amour, j'aime être amoureuse, j'aime parler des relations de couple, j'aime vraiment profondément l'amour. J'ai toujours aimé l'amour, ça a toujours pris la plus grande partie de mes pensées, ça, puis la bouffe. Mais tu sais, comme l'amour, je trouve ça beau. Mais les deux sont souvent connectés aussi. Ouais, hein? c'est ça. c'est deux plaisirs qui animent à peu près les mêmes parties du cerveau, j'ai l'impression. Ben exact, c'est ça. Fait que c'est ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'amour. Puis Call Me By Your Name, c'est une histoire d'amour qui vient te... Comme on n'en vit pas si souvent dans notre vie. C'est pas une histoire... Tu sais, c'est comme... Il l'aime profondément. Une histoire... c'est une famille qui va dans le sud de l'Italie. Italie, ouais. Et puis qui... le jeune tombe en amour avec c'est un étudiant qui vient... qui loue une chambre dans la résidence. Ouais. Et puis donc, il découvre son... Ben, il savait, je pense qu'il était homosexuel, mais c'est une histoire entre ces deux hommes-là, l'été, en 1990. C'est beau, ils ont des beaux looks, les deux sont beaux, tout le monde est beau. C'est Timothée Chalamet au début de sa carrière. Exactement. Et puis l'autre comédien, il est beau aussi, il est magnifique. C'est comme... Tout est wow, tout a l'air bon, tout a l'air doux, tout a l'air... c'est juste... Tu sais, comme moi, quand je pense à l'été, c'est à ça que je pense. Okay. Je pense à faire l'amour en ayant chaud avec mon amoureux. Tu sais, je trouvais que ça illustrait tout ça, aller en vélo dans une petite route de Gravelle. Tu sais, il y avait tout ça que je trouvais parfait. Et puis, la scène... Je voulais faire 2 mentions à la scène de la pêche. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là? Je veux pas... Je l'ai écouté, ça fait quand même longtemps, mais tu sais, il met son doigt dans la pêche, puis je me souviens plus de son nom non plus. Je me souviens pas des noms des personnages non plus. Et vient... l'étudiant vient le voir, puis là, ben, il essaye de lui dire un peu de se laisser aller dans sa sexualité, puis lui, il a de la misère. Dans le désir dans l'autre aussi. C'est ça, exactement. C'est exact. Il y a toute la notion du désir, puis finalement, il le prend dans ses bras, mais il y a tout avant le rapport, c'est ça, à la sexualité, à son désir, puis juste de le vivre, puis que ça goûte bon. Puis je trouve que la pêche, elle vient tout illustrer ça, de façon vraiment comme candide et graphique au final. Puis j'ai vraiment trouvé ça magnifiquement bien amené. Ouais. Puis le monologue du père à la fin. Ça fait tellement longtemps que je l'ai vu, mais écoute, je sais que je l'ai vu. Puis étrangement, puis j'ai une bonne mémoire, mais j'étais peut-être pas une bonne passe quand je l'ai vu, mais je me rappelle pas de ces moments-là. Ben, je me rappelle de la pêche, je me rappelle de quelques scènes, mais le monologue, je l'ai oublié. Qu'est-ce que ça dit? Il lui dit juste qu'il l'aime. En gros, c'est ça, tu sais, qu'il l'aime, qu'il peut être qui il veut. Tu sais, c'est juste ce que tout parent devrait être capable de dire à son enfant pour que son enfant puisse bien s'épanouir. Puis il le disait dans des mots justes, dans des mots doux, dans des mots réconfort. Puis c'est ça, c'était d'une...
c'est la notion, c'est ça, du père qui est capable d'accepter l'homosexualité de son fils à bras ouverts, puis qui est capable de croire en lui, surtout. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau. Ça m'a vraiment chamboulé, cette scène. C'est le fun quand on est jeune, particulièrement quand on découvre l'amour, quand on découvre ces sentiments-là, de les vivre passionnément, puis d'être... Tu sais, quand t'es adolescent, que tu tombes amoureux, là, c'est over the top, pis c'est toute ta vie, puis peu importe ce qui va arriver, ça va finir de façon tragique. Même si c'est la plus belle rupture au monde, ça va être tragique parce que c'est la première fois, puis c'est tellement important de vivre ces moments-là, puis... Tu sais, je me replonge dans ces souvenirs-là, souvent avec nostalgie de la douleur que je pouvais ressentir de m'être fait dire non, ou que ça n'ait pas marché, ou que ci, ou que ça, les premiers baisers, les premiers tout, là, tu sais, puis même si c'est pas le fun, c'est très nostalgique, puis je trouve que le film, des souvenirs que j'en ai, ça le rend bien. Ah, vraiment, 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 vraiment. Le feel est beau, la trame sonore aussi. Ouais, j'ai beaucoup aimé Call Me By Your Name. Ouais. T'as-tu été quelqu'un es-tu quelqu'un d'intense en amour? J'ai l'impression de ce que tu viens de me décrire, oui. Je pense que oui. Intense, ça peut être positif aussi. Ouais, ben je pense que je suis quelqu'un d'intense tout court. Oui. Mais oui, clairement. Là, je pense que j'aime aimer, j'aime être aimé. Je pense que c'est rare les moments où... Puis c'est vraiment pas parce que je suis pas capable de me retrouver toute seule. Là. C'est des concours de circonstances qui ont fait que je suis pas mal tout le temps en couple. Mais ouais, je suis intense. J'imagine que oui, là. Parfait. Ben écoute, c'est une belle réponse. Je sais pas quoi répondre. Oh, ben écoute, on va faire une petite pause là-dessus, Roxane. Au retour, on s'éloigne de l'amour pour se rapprocher, pas trop longtemps, espérons-le, des fusils, des voitures, des destinations sud où se brasse beaucoup d'argent très mal acquis avec le très colonialiste James Bond, et, en fait l'ensemble de la franchise de 62 à ce jour. Et on va se plonger un bref moment dans l'ambiance de Noël avec notre ami Buddy du film Elf. À tout de suite. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/on jase de film. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme l'Armoire à cassette où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance, ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes. Daria Desjardins, Elisabeth Richard, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Hélène Théberge, JF Lebel, John Vanasse, Lucie, Noémie Bellefleur, Stéphanie Vandelac, ainsi que tout simplement Joe. Pour vous abonner, visitez le www.patreon.com/on jase de film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films, j'aime toujours discuter avec vous. De retour en jase de film avec mon invité Roxane Néron, avec qui, en première partie, on a jasé de Joker, Trainspotting et The Handmaid's Tale, entre autres. Ton film détesté, Roxane, encore là, on est dans une série, comme Handmaid's Tale, c'est une série au complet qui ne te plaît pas, c'est la série des James Bond, l'agent 007, qui contient 26 ou 27 films de 1962 à aujourd'hui. Parmi les comédiens qui l'ont interprété, il y a Sean Connery, Timothy Dalton, Roger Moore, Pierce Brosnan, Daniel Craig, je pense les avoir dit en ordre et peut-être même que j'en ai oublié au travers. Bon, je veux dire, résumer un film de James Bond, il se ressemble à peu près tout. Il reçoit une mission, il s'en va dans une destination qui est un paradis fiscal, lol, ou en Russie. Rencontre une super belle fille, couche avec, oh non, c'était une méchante, bang bang, tue le méchant qui voulait conquérir le monde, et voilà, il embrasse la fille qui était méchante, mais finalement il va coucher avec pareil.
Générique, Paul McCartney ou Madonna, peu importe qui a fait la chanson. Non, c'est ça. Qu'est-ce que t'aimes pas de ce que je viens de résumer? Qu'est-ce que t'aimes pas de ce que je viens de résumer? Voyons. Ben, c'est ça. En fait, je fais une sortie, genre, comme on l'a abordé déjà en début d'émission, j'assume maintenant, haut et fort, que je n'aime pas les James Bond. Mais avant, c'était pas quelque chose que j'osais dire, tu sais, parce que c'est quand même... il y a quand même quelque chose de... Les gens aiment ça, là, les James Bond. Là, c'est une institution. En Angleterre, c'est énorme, James Bond. C'est bien vu. Tu sais, les gens les attendent. Puis, moi, dernièrement, j'ai fait comme... Aïe, ça me parle 0, 0, 0, 0 puis une barre. Puis je comprenais pas pourquoi ces films-là m'interpellaient pas, parce que j'adore les espions. OK. Tu sais, comme Nikita, Léon avec... Léon le professionnel, ouais. C'est tous des films que j'ai vraiment profondément aimés. J'aime les méchants, tu sais, j'aime les affaires de même, mais James Bond, j'ai tout le temps détesté. J'ai jamais été capable d'écouter un film au complet sans m'endormir. J'aime pas ça. Puis c'est en comprenant qu'est-ce que le male gaze versus le female gaze que j'ai compris pourquoi je n'aimais pas ça. Et puis donc, c'est ça, c'est la représentation de la femme, c'est la glorification de l'homme blanc, hétérosexuel, cisgenre. Tu sais, comme, c'est tout trop droit, trop propre, trop la domination de la réalisation avec le spectateur. Moi, ça me parle pas, ça vient pas me chercher. Des fois, peut-être que... mais dans des contextes comme ça, trop précis, tu sais, avec, comme je te dis, l'homme blanc, la femme objectifiée au maximum... Zéro, ça me parle pas, puis maintenant je l'assume. Ça m'a aidé à comprendre qui j'étais, pourquoi Et puis voilà. Mais quand tu dis maintenant tu l'assumes, c'est qu'avant c'était pas assumé, t'avais de la difficulté à le dire, ou t'osais pas trop faire des sorties contre cette série de films-là? Non, j'osais pas le dire, tu sais, comme par exemple... j'ai beaucoup de cousins, puis on m'avait souvent parlé des Goonies. Oui. Tu sais, les Goonies, c'était comme un film mythique bon, là. C'est comme unanime que tout le monde aimait ça, puis mon chum, il aime beaucoup ça aussi, puis il l'avait, puis il faut que vous écoutiez ça. Il me dit ça à moi et ma fille de 9 ans, tu sais. Oui. OK, tu sais, on va l'écouter, là, pour une fois qu'on l'a, puis que tout le monde... Mais j'ai pas aimé les Goonies. Puis je me suis demandé pourquoi j'aimais pas les Goonies. Mais crème, encore une fois, c'est juste des petits gars. Il y a peut-être une petite fille... Tu sais, encore là, la représentation de la femme ne me parle juste pas. Tu sais, puis là, on s'est obstiné, mon copain et moi, sur « Ah, mais tu sais, là, c'est pas si pire, c'est des enfants, machin. » Mais, still, c'est plate. Il y a rien qui, moi, venait me parler, tu sais. Et puis, donc, voilà. Puis là, c'est à ce moment-là que je fais, moi, j'aime pas, j'ai pas aimé les Goonies. Puis c'est comme si c'était des films un peu sauvegardés, que c'est comme... Tu peux pas aimer ça. C'est un grand classique. Oui, c'est ça. T'as pas le choix de l'aimer. Non, tu sais, si t'aimes le cinéma, t'aimes les grands classiques comme ça, crème, moi, j'aime pas ça, James Bond. Puis maintenant, je l'assume. Ça me parle fuck all. J'aime pas ça, les till up, till down de la caméra qui déshabille la belle fille. C'est comme, man, moi, ça m'a complexé toute ma vie, au final, de me rendre compte que j'étais pas comme ces filles-là. Ou peut-être que je suis, c'est juste qu'ils sont tellement bien shootés que... Je peux pas me comparer à elle anyways, parce que la lumière est trop belle. Il y a pas grand monde qui va à la plage puis qui a l'air de ça. C'est tout le temps à la plage, anyway, là, toujours la scène en bikini. En plus, je me sens laide, pauvre, pis conne quand j'écoute des James Bond. Oui, c'est vrai. Tu regardes la voiture, tu fais non, je conduirais pas ça, là. Je suis une marde quand j'écoute un James Bond. Oui. Mais tu sais, c'est tout l'esprit colonial qui est derrière aussi, qui peut être très douteux. Exact. Il y a aucune de mes valeurs qui sont représentées là-dedans. Ouais. On parle tout le temps du flegme anglais, puis c'est vrai qu'il est très flegmatique, là, James Bond, mais c'est quand même les clubs privés, c'est quand même, c'est quelque chose de très hiérarchique. Quand on parlait de Handmaid's Tale, tantôt d'imposer un système basé sur la hiérarchie,
James Bond, c'est ça. C'est juste ça. C'est au service de Sa Majesté. Ça me tente pas. J'ai pas envie d'être au service de la majesté. Tu sais, il peut en avoir... Je peux aimer ça, là, des films avec le flegme anglais. Il y en a un avec Matthew McConaughey qui est vraiment comme... je peux trouver, ils vendent de la drogue. Puis, tu sais, il y en a des films que j'aime, le Gentleman anglais. Puis, tu sais, c'est juste la façon que c'est montré. Puis, c'est que c'est déséquilibré au niveau des rapports hommes-femmes. Mm-hmm. C'est ça que j'aime pas, en fait. Parce que, entends-moi bien, là, je suis vraiment pas du tout stiff sur ce genre d'affaires-là, mais c'est juste que si tu montres une œuvre cinématographique, puis que c'est un homme blanc, cisgenre, puis tout ça, mais tout le reste suit cette espèce de mentalité-là qui, moi, vient pas me chercher, je trouve ça plate. Ouais. Viens m'équilibrer le tout avec quelque chose d'autre, un rôle féminin vrai, tu sais, quelque chose d'autre, tu sais, que... Ouais. Souvent, dans les James Bond, ben, l'ennemi, c'est l'étranger, je le mets entre guillemets. En plus. C'est la personne qui a pas la même couleur de peau, qui a pas la même accent, qui a pas le même accent, qui a pas la même langue. Longtemps, ça a été les Russes. Probablement que dans les prochains James Bond, ça va devenir les Russes. Mais tu sais, quand la personne est blanche, elle a un accent qui ne vient pas d'Angleterre ou de France ou de ces pays-là. C'est l'allemand, c'est le russe. Ou sinon, c'est la personne qui a la peau noire, qui a la peau brune, qui va venir d'Asie, qui va... Il y a ça dans les James Bond aussi. Fait que ça... J'ai l'impression que ça contribue à créer un climat xénophobe. En plus! Pour certains films, en tout cas. Pour certains films. Sérieusement, plus tu m'en parles, moins j'aime ça Moins encore ça. plus. Là, plus je trouve que j'ai raison d'avoir mis ce film que je déteste. Tu sais, parce qu'au final, en pensant à la question que tu m'as posée sur quel film je déteste, j'étais comme... Hey, en même temps, les films que je déteste, je les ai juste pas écoutés. Ouais. J'ai juste arrêté le film parce que j'avais pas de temps à perdre à écouter un film que je déteste, tu sais. Mais ouais, voilà, les James Bond, c'est ça. Puis tu sais, je trouve que ça a été quand même problématique dans les études cinématographiques. On nous enseigne des grands classiques, principalement male gaze, surtout, tu sais. Ouais. Je trouve ça intéressant, là, qu'on puisse faire la distinction entre les deux, puis qu'on puisse, c'est ça, mieux se positionner ou se poser les bonnes questions maintenant sur ça va être quoi les mises en scène à faire, puis ça va être quoi les rôles à promouvoir, et voilà, James Bond, on n'est pas là du tout, du tout. Là. Parce que ça reste mon opinion. Je pense pas que c'est une mauvaise chose de voir des belles personnes à l'écran ou qui vont convenir à des standards. Vous l'interprétez comme vous voulez. Exact, non, complètement. Puis de montrer des personnes qui sont belles, puis de voir de la beauté à l'écran, c'est toujours le fun. Mais effectivement, est-ce que ça doit être fait de façon souvent réductrice? Parce que c'est ça qui est souvent reproché aussi au male gaze, c'est quelque chose de réducteur. Mm-hmm. Ben, oui. En fait, c'est vraiment le niveau de domination entre la réalisation et le spectateur. C'est de se sentir pas nécessairement inclus dans l'histoire. Ce qui est peut-être pas nécessairement... C'est pas nécessairement une mauvaise chose, t'sais. Ce qui est réducteur, c'est les rôles féminins dans le male gaze, en fait. C'est comme, par exemple, s'il va y avoir un rôle féminin, le second rôle féminin, elle va être toujours moins belle. Elle va toujours... Tu sais, ça sera jamais deux beautés égales. Tu sais, elle va être toujours grosse, ou tu sais, ça sera jamais... Puis c'est ça qui est pas correct, mettons, si je peux me permettre de le... Mais, Ou souvent, ça va être de prendre un homme d'un certain âge puis de le mettre en couple avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Exact. Souvent, il y a des actrices qui vont se retrouver à jouer des mères puis ont 5-6 ans de différence avec l'acteur qui joue leur fils. Exact. Mais on va les considérer comme étant des vieilles comédiennes quand même. En effet. Mais tu sais, il y a des femmes qui font du male gaze, là. C'est pas juste... Tu sais, puis c'est pour ça que je trouve ça plate qu'on aille mis ce terme-là, tu sais, que ce soit male gaze. Ça aurait pu être je trouve que ça aurait pu être un autre terme, parce que je trouve encore là que ça crée le clivage entre male-female. Tu sais, puis parce qu'il y a plein d'hommes qui font du female gaze maintenant, là. Ça se manifeste comment, le female gaze? On est vraiment plus... proche du personnage. Les plans caméra vont être plus épaules, plus close. Les scènes d'intimité aussi, on va être plus
on sera pas dans une scène voyeur. On sera pas on sera pas dans l'objectification. On va pouvoir voir des choses, des corps plus vrais. Le meilleur exemple de... Ben, tu sais, comme par exemple, quand on en parle... Titanic, c'est un bel exemple de female gaze. OK. Tu sais, parce que le rôle homme-femme est différent. Il y a une narration. On se sent proche des personnages. Le female gaze, c'est ça, en fait. C'est que tu te sens proche. Tu les sens atteignables. C'est comme si tu pouvais être ami avec eux. Il y a une sensibilité qu'il n'y a pas nécessairement dans le male gaze. Mais tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, j'aimerais ça voir un film male gaze qui me parle. Oui. Mais, tu sais, est-ce qu'il y en a qui se sont rapprochés de ça ou... C'est ça. Moi, j'en ai pas d'exemple à te donner parce que c'est ça. C'est du James Bond, Transformer, des grosses affaires, tu sais, qui peuvent être... agréable à regarder une fois de temps en temps là, pour le divertissement, tu sais, mais je trouve pas que ça devrait être la norme, en fait. Mais tu sais, je pense à un réalisateur que j'adore, que j'aime beaucoup, mais qui en fait, j'ai l'impression, Martin Scorsese. J'adore son cinéma, j'ai beaucoup aimé Wolf of Wall Street. Ça reste que, puis un invité récent sur le podcast en parlait de ses problèmes avec The Wolf of Wall Street. Puis ça m'a confronté, parce que justement, c'est un film que j'aime bien, mais tous ces arguments, je faisais, oui, je reconnais que t'as absolument raison dans ce que tu dis, puis il y a quand même une représentation de la masculinité qui est pas... auquel je ne veux pas correspondre en tant qu'homme blanc, cis, hétérosexuel, tout ça, tu sais, Puis James Bond, je me reconnais zéro dans ce personnage-là. Là. Je ne serai jamais James Bond. Et j'en suis bien heureux. J'ai pas envie d'être ce gars-là qui court la planète juste pour avoir des relations sexuelles très anodines avec des gens dont il oublie le nom. Là. C'est pas ça. Je veux pas que ce soit ma vie. Non, en effet. T'as parlé de films d'espionnage qui te parlent. C'est lesquels que t'as quand même aimé? Nikita, parce que ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est parce que quand mais c'est un roman, c'est pas un film, puis ils l'ont jamais fait en film, mais quand je l'ai lu, j'ai en fait comme ça s'appelle Je suis Pilgrim. C'est vraiment une histoire d'un espion puis qui se promène à travers le monde. Quand j'étais comme, c'est ça James Bond, mais ça... Léon le professionnel, tu sais, ou les films de gangsters aussi... J'aime beaucoup ça, tu sais, on parlait de série Peaky Blinders, je capote sur cette série, j'ai tellement aimé ça. Puis on parlait de méchant avec Joker au début, là on est là. Exact, au rôle de femme vraiment fort, puis vraiment comme belle dans leur humanité, tu sais. Voilà. Ouais. On n'en voit pas encore beaucoup des films... où ce sont des femmes qui sont des gangsters et où c'est pas nécessairement des comédies. Oui, c'est vrai. T'as raison. Ouais, j'ai l'impression que ça va peut-être s'en venir. Dans ma liste, j'avais mis Vie pour Vendetta. J'adore Nathalie Portman. Mais non, c'est vrai, il y en a vraiment pas beaucoup des films où est-ce que ce serait un peu le pendant James Bond, mais version féminine, mais pas comique, là. Ouais, ou c'est pas bizarre. Ouais, non, c'est ça. Que ce soit une femme, là, tu sais, film de gangster au féminin, tu sais, ça remonte à il y a longtemps, puis c'est québécois, c'était Monica la mitraille, là. Peut-être Bonnie and Clyde un peu. Ouais, Thelma et Louise, j'ai beaucoup aimé ça. Natural Born Killer. C'était des personnages de femmes gangsters vraiment mean. Kill Bill, je voulais le mettre dans ma liste. Je trouvais ça super convenu, tu sais, de mettre Kill Bill. Mais tu sais, Kill Bill, c'est des films que j'adore. Tu sais, c'est rare, en fait, que j'écoute des comédies. La plupart des films que j'écoute, c'est des films ou, tu sais, des séries vraiment plus dramatiques ou, tu sais, policières, là. Ouais. Mais, quand c'est d'avoir des personnages de femmes... qui sont qui manient les guns et l'art de se battre, je suis partante à 100 000 à l'heure. Ben oui, puis c'est le fun. Ben oui. C'est le fun, je sais que tu me l'as mentionné, mais Promising Young Women aussi, c'est une femme qui est en révolte contre le système patriarcal qui a causé la perte de sa meilleure amie. Oui, exact. C'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre. C'était jouissif.
Oui, ça fait mal, mais ça fait du bien. Ouais, exact. Non, c'est clair, ça fait mal. Mon chum, il a beaucoup de difficulté à l'écouter. Ah ouais? Effet. Ouais, il a fait comme, Pourquoi? OK, je suis pas bien. Est-ce que... c'est très intime comme question, puis t'es pas obligé de répondre, mais est-ce qu'il reconnaissait des choses que lui avait pu faire? Parce que ce genre de film, d'un point de vue d'homme hétéro, quand tu regardes ça, tu fais « Et j'ai peut-être déjà été ce gars-là. » Il s'est posé la question, mais tu sais, non, pas nécessairement, mais je pense que c'était de voir la réalité féminine qui fait mal. Tu sais, une réalité que quand t'es un homme, tu peux pas nécessairement bien comprendre au même titre que, tu sais, moi, je peux pas comprendre c'est quoi le racisme, tu sais. C'est difficile de comprendre une réalité d'un groupe oppressé quand tu le vis pas, tu sais. Puis là, de l'avoir comme ça, tu sais, quelque chose que clairement j'ai déjà vécu, que tu sais, la plupart des femmes ont pu avoir vécu, tu sais, c'est juste oh shit, OK, c'est autre chose, tu sais. Fait que je pense que c'était surtout ça, tu sais, de voir que c'est des choses tellement qui font partie de notre réalité, là, ça arrive tout le temps, là. Récemment, ça a été sujet de discussion et même de discorde, surtout en Angleterre. Est-ce que James Bond pourrait être un noir? Et est-ce que James Bond pourrait être ou une femme? Je pense que dans le dernier James Bond, la personne qui a pas le nom de code, mais le matricule 007 est une femme noire. Donc déjà là, ils ont un peu ouvert la porte dans le dernier. Est-ce que ça pourrait arriver, mais finalement, la porte est fermée assez vite parce que Daniel Craig revient et sauve la planète again. Mais penses-tu qu'un jour, ce serait possible d'avoir une James Bond? Est-ce que... Puis pourquoi pas? Puis pourquoi ça serait James Bond? On peut-tu sortir du brand, s'il te plaît? Intéressant. Yep. Oups, merde, excuse-moi. Oh, c'est pas grave, Putain, petite machine est tombée. Ben oui. Mais oui, je pense que, écoute, tant mieux. Ça, on va enfin pouvoir vivre de l'évolution. Oui, voilà. Je suis ouverte à l'évolution. Ton dernier film, ton plaisir coupable. Oh, j'avais hâte. Film de Jon Favreau de 2003 qui met en vedette Will Ferrell, Zooey Deschanel et James Caan. T'as dit que tu regardais pas nécessairement des comédies, mais là, on est dans la grosse comédie de Noël. Avec Home Alone, le film le plus noëlé probablement qui existe. Elf. Ah, c'est si bon. Elf. Vas-y, dis-moi tout sur Elf. OK, je te raconte l'histoire. Là, je la connais, l'histoire. Lui, je l'ai écouté souvent parce que c'était à Noël, puis je le réécoute avec les enfants. C'est l'histoire d'un lutin qui se fait-tu mettre dehors? Non, en tout cas, il s'en va à New York pour trouver son père. Oui. Il quitte le pôle Nord, il traverse... Exactement, il quitte le pôle Nord. Il traverse probablement tout le Québec, donc... Exact, et là, il se retrouve à New York pour voir son père. Oui. Mais, c'est si bon. J'aimerais tellement ça, être innocente comme ça. Tu sais, comme, je sais pas si t'as pu constater à quel point je me pose beaucoup de questions. Ah, je sais pas, non? Non. Quand je suis intense. Mais lui, il est tellement intense dans son cœur d'enfant. J'en reviens pas de ce film. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. Tu sais, comme, avoir une bonne idée, là, ça, je trouve que ça en était une. Là, le gars qui a dit « Ah, je vais faire ce scénario-là. » Ça, c'est comme... Je trouve vraiment qu'il a réussi là, son film. Là. Tu sais, c'est toutes les petites anecdotes quand il chante Noël. Tu sais, il a pas de filtre. Ouais. Il a comme tout son cœur d'enfant à l'état pur, mais en étant Will Ferrell qui est tellement grand et un petit peu comme... Il a comme son visage... Tu sais, il est pas particulièrement cute. Il est juste là comme full humain. Full enfant, full plein d'amour. C'est juste... Je trouve vraiment que c'est un bon film. Ouais. Mais la grande force, c'est Will Ferrell dans ce film-là. Il a fait le film Old School probablement la même année. Sauf erreur, je pense que Old School est sorti quelques mois avant Elf, puis les producteurs ont un peu capoté parce que Old School, c'est pas tout à fait Elf. Comédie d'adolescent très de son époque, 2002-2003. Puis là, tu sors Elf, que... C'est le film familial, famille, mec, famille. Là. Ah, vraiment. Il n'y a rien... Tu
sais, c'est comme... Puis je trouvais intéressant la relation père-fils. Oui, parce que c'est ça, c'est l'elfe qui veut retrouver son... C'est un elfe, c'est un humain... Qui s'est retrouvé au pôle Nord, c'est le Père Noël qui l'a recueilli, il a perdu son père, puis il va à New York pour retrouver justement son père, qui est joué par James Caan, un gars qui a joué dans The Godfather quand même. Et puis son père, il l'accepte pas au début. Oui. Puis il fait tout, lui, Buddy, pour se faire accepter par son père. Il veut juste être aimé. Mm-hmm. Puis même la blonde du père est comme, ben là, on va l'accepter. Là. Ah oui, il est différent, mais c'est correct. C'est complètement différent. Je trouve ça bon. Puis c'est ça, la relation du père. Puis là, finalement, il s'en va. Puis là, finalement, il s'aime. Je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Puis c'est ça. Je trouve qu'une relation père-fils, quand même, ça... Il y a toujours... Il y a pas toujours, mais ça arrive souvent qu'il y a comme matière à aller chercher dans, c'est ça, la psychologie des gens. Je trouve que c'est intéressant de savoir comment ça se passe avec le père. Voilà, c'est reparti. C'est quoi ton gag préféré ou tes jokes préférés dans ce film-là, dans Elf? Quand il en revient pas comment c'est bon, genre quand il mange du spaghetti. Puis il met des bonbons. Ah ouais, genre sa façon de manger. Je trouve ça... Tantôt, je t'ai dit que je pensais à l'amour, mais aussi à la bouffe. Je pense toujours à la bouffe. Puis c'est ça, ce film regroupait tout ce qui est important d'avoir à Noël. Parce que j'adore Noël. Tu sais, j'écoute jamais de comédie vraiment. J'ai de la misère à rire, tu sais, mais ce film-là a la magie de Noël. Il y a comme tout ce qui est beau puis ce qu'on a besoin d'avoir à Noël. C'est la bouffe, puis tout ça. Mon anecdote préférée sur Elf, c'est qu'à la fin du tournage, Will Ferrell était rendu diabétique à cause de tous les bonbons, parce qu'il ne se nourrit que de bonbons. Oh mon Dieu, il s'est rendu malade. Il s'est rendu malade, diabète de type 2, mais il a pu en guérir. Mais les médecins ont dit, si ça dure encore, ce tournage-là, ce sera pas long feu, là. Il n'y a pas moyen de faire de la fausse réglisse, pas de sucre. Il n'y a pas moyen de faire des M&M sans sucre, je sais pas. Oh non, puis il tombe en amour avec la fille qui comprend rien. Oui. Avec son petit frère qui est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est comme... Parce qu'il pense qu'elle est elle-même une elfe. Je la trouve magique. J'aime, tu sais ça, j'envie beaucoup là, sa façon d'être juste, de vivre le moment présent à l'extrême, puis d'avoir un cœur d'enfant, je trouve ça. Es-tu quelqu'un qui aime Noël? Aimes-tu les fêtes? J'adore. Puis tu sais, j'aime les fêtes surtout pour prévoir ce qu'on va manger, pour offrir des cadeaux. Tu sais, c'est pas tant les parties, là. Avant, ça l'était, mettons, mais c'est vraiment plus pour toute le vibe de Noël. J'aime ça. Quelque chose que j'aime, quand je parle de Noël avec les gens, la question que je pose tout le temps, parce que c'est souvent relié à des belles anecdotes, as-tu longtemps cru au Père Noël? Et comment as-tu arrêté de croire, spoiler alert, si tu y crois encore? Non. Trigger warning pour les gens à la maison qui savent pas que le Père Noël n'existe pas. Je me souviens pas. J'ai tout le temps été la grande sœur. Fait que je me souviens même pas d'avoir cru tant que ça au Père Noël. Mais ma fille a cru... Mon fils et ma fille ont cru les deux énormément, très longtemps au Père Noël. Ma fille, dernièrement, il a fallu qu'on y dise. Parce que là, ses cousins savaient que le Père Noël n'existait pas. Puis là, j'ai eu un gros questionnement sur, OK, est-ce que je la laisse continuer à croire puis qu'elle ait l'air un petit peu trop enfant par rapport à ses cousins du même âge qui font comme, elle sait pas, mais ça existe pas. Ou, tu sais, je pète un peu sa balloune puis au moins, comme, est capable d'être au même niveau que ses cousins, tu sais. Et j'ai fait le choix de faire comme, tu sais. On pète la balloune cette année. Faut que je te le dise. C'est ça. Puis en même temps, j'étais comme un peu gossée que ce soit lui qui prenne tous les crédits des cadeaux que j'achète. Oui, parce que tu travailles fort. On est quand même en récession, là. Exact. Tu sais, qu'elle apprécie à sa juste valeur les efforts que je fais pour la gâter et non pas que ce soit le gros bonhomme blanc en haut qui prenne tous les crédits. Ouais. Je comprends. J'ai un neveu qui est là-dedans. Puis ce Noël-ci, c'était...
il y a 8 ans, puis c'était... Là, il est en gros question, mais il a dit la plus belle phrase à ma soeur. Il a dit... Ma soeur, il a demandé, mais est-ce que tu y crois? Puis il a dit, je veux encore y croire. Ce que je trouve très beau comme phrase. Oh, tellement! C'est comme si dans sa tête, il savait, mais il veut encore être dans cette magie-là. Puis j'ai fait, c'est incroyable. Il est pas conscient à quel point cette phrase-là en dit long. Ah, complètement. Je trouve ça tellement beau. En effet. Ben écoute, sur cette magie de Noël, au mois de mars-avril, on va devoir se quitter. On va devoir arrêter. Je vais retourner dans mon grand traîneau et retourner chez nous dans Schlager-Maisonneuve. C'est pas le pôle Nord. Roxane, c'est un plaisir de t'avoir sur l'émission. Plaisir partagé. Vraiment le fun. Belle rencontre. Merci beaucoup à toi. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce que... T'es pas trop sur les réseaux sociaux, mais je sais pas si tu veux que les gens te suivent ou quoi que ce soit. Ben oui, tout à fait. Ben tu sais, en même temps, non, c'est vrai, je me demande si je devrais pas l'être plus. Je trouve que c'est très time consuming de s'afficher, de faire yeah, moi je fais ci, je fais ça, regardez. Mais tu parlais de compétition tantôt, ça entre dans l'esprit de compétition, d'avoir une présence constante sur les réseaux sociaux, c'est très... Ça peut devenir anxiogène. Exact. Fait que je me dis, bon, écoute, je vais juste faire de mon mieux dans ce que je fais déjà, m'améliorer, m'assurer que c'est ça, je donne le meilleur de ma personne. Mais oui, on peut me suivre. Mais tu sais, sinon, ce que je fais je travaille sur des productions. Puis voilà, je continue à suivre des formations. Puis... Parfait. Puis... Si on veut suivre ton travail dans ce qui est sorti dernièrement, on regarde quoi? Sur mon site Intimédia, je le upload, mais puis sur notre page Instagram ou la page Facebook aussi, on met des informations. Parfait. Puis si par hasard, il y a des producteurs et des productrices qui écoutent le podcast, considérez dans vos scènes d'amour d'engager Roxane Néron. Ah oui, tout à fait. Je suis là pour ça. Oui, consulter Intimédia, c'est très important de rendre les comédiens à l'aise pour plus qu'on se retrouve avec des situations comme à une certaine époque où le réalisateur et le comédien principal s'entendaient pour faire en sorte que des actrices se fassent agresser. Ah, on finit sur une très belle note. Oui, mais c'est le message que j'envoie aux gens qui trouvent que c'est peut-être pas encore utile comme métier ce que tu fais. Ça l'est tout à fait. J'amène les scènes à un autre niveau d'intimité. Voilà. Sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et en compagnie de Roxane Néron, on a jasé de film.